Bonjour Alain Minc. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Faut-il encore vous présenter? Vous avez été conseiller politique, essayiste et dirigeant d'entreprise. Vous publiez aujourd'hui ce livre que j'ai dans les mains, qu'on va montrer à l'écran. Ça s'appelle Somme toute, c'est publié chez Grasset. Alors, vous le précisez d'emblée, dès l'introduction, ce livre, ce ne sont pas vos mémoires. Vous faites le point, en quelque sorte, sur les personnalités qui vous ont marqué, de Pierre Mauroy à Bernard Tapie, sur vos ratés aussi. Vous êtes étonnant, parce qu'il y a Pierre Mauroy et Bernard Tapie, mais vous ne citez ni Braudel, ni François Furet, ni Georges Semprin. Mais on pourrait, c'est un petit parti pris, un léger parti pris de votre part. Je pourrais les citer aussi. Toutes ces personnalités qui vous ont marqué, qui vous ont forgé intellectuellement aussi. Non, Bernard Tapie m'a pas forgé intellectuellement. Pas dans le cas de Bernard Tapie. Mais d'abord, on entendait il y a un instant Emmanuel Macron dire que l'Europe pouvait mourir. Vous êtes, pour reprendre vos termes, un Européen maladif. Vous le dites dans le livre. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'Europe peut mourir? Non. Pas du tout? Pas du tout. Vous n'avez pas du tout cette crainte? Non, j'ai des inquiétudes sur son rythme de développement et d'affirmation, mais je pense que l'Europe ne peut pas mourir, d'abord parce que la construction communautaire est indestructible, et on l'a bien vu à travers les difficultés que les Anglais ont eu à sortir, et ils n'étaient pas dans l'euro. Donc imaginez ce que serait une sortie de l'euro, c'est inconcevable. En revanche, son rythme pour avancer peut varier. Et de ce point de vue, on peut souhaiter ardemment, comme évidemment je le fais, la victoire de Kamala Harris, et se dire en même temps, il ne faut plus employer ce mot, se dire simultanément que d'une certaine façon, si Trump est élu, le coup de fouet pour que l'Europe se saisisse de son destin sera plus fort. Kamala Harris, pour les Européens, c'est très confortable. C'est l'administration que nous aimons. Et je dis ça d'autant plus que je pense qu'il est vital qu'elle gagne, parce que quand on est pro-occidental, on ne peut pas admettre que la démocratie mère, c'est-à-dire la démocratie américaine, soit affaiblie. Mais de ce point de vue, c'est le maintien de la garantie OTAN classique, c'est, disons, notre ceinture de sécurité. Je vous pose cette question sur l'avenir de l'Europe, Alain Minc, parce que vous dites dans votre livre avoir finalement fait partie d'une génération plutôt chanceuse. Vous dites, j'ai vu la démocratie avancée, l'économie s'avérait plutôt efficace, et en même temps vous ne semblez pas très optimiste sur l'avenir. Pour quelle raison? C'est pas un problème d'optimisme sur l'avenir, c'est que je trouve que le degré d'incertitude, au fond, je l'ai dit un peu avant, je suis de ceux qui pouvaient imaginer, comme toute une génération, que le communisme finirait par tomber, qu'une crise économique dramatique pouvait arriver, et on l'a connu en 2008. En 2008, on est passé à 1 millimètre du précipice, mais je n'aurais jamais imaginé que la mère des démocraties contemporaines, c'est-à-dire la démocratie américaine, puisse être en danger. Ça, je ne l'aurais jamais imaginé. Et je pense que si elle est atteinte dans sa substance, en cas de victoire de Trump, ça aura un effet évidemment retour sur nous et sur nos propres démocraties. Dans ce livre, Alain Minc, vous rappelez que vous avez grandi dans un milieu de gauche, que vous avez voté Mitterrand, François Mitterrand, en 1980. J'ai grandi dans un milieu avec des parents communistes. Exactement. C'est plus que de gauche. Vous avez voté François Mitterrand en 1980, tout en étant convaincu que ses propositions étaient absurdes. Alors expliquez-moi ça. Non, je savais que ces propositions économiques étaient absurdes, mais l'endettement, c'était 20% du PIB, et je pensais qu'après 23 ans, ce pays avait besoin pour respirer d'alternance. Et en plus, je savais que François Mitterrand était un anticommuniste convaincu, un pro-européen maladif lui aussi, et un pro-alliance occidentale maladif, c'est-à-dire l'essentiel. Il faut vos grands-parents au Figaro, si je puis dire, qui imaginaient avec Michel Poniatowski les chars soviétiques sur la place de la Concorde, ne connaissaient pas Mitterrand. Intellectuellement, vous dites que vous avez été marqué par Fernand Braudel. Il a été, dites-vous, votre maître à penser? Oui. Je pense que Fernand Braudel est quelqu'un qui,
en fait, a décrit à travers sa trilogie sur le capitalisme le monde économique dans lequel nous vivons mieux et plus que quiconque, et beaucoup plus que tous les, économistes qui briguent le Nobel et qui n'apportent rien à l'économie. Alors parlons du populisme, si vous le voulez bien. Vous estimez dans votre livre que vous avez sous-estimé la montée du populisme. Oui. On parlait des États-Unis il y a un instant avec Donald Trump. Un homme politique, dites-vous, si grand soit-il, est toujours à la merci de raisonnements de boutiquier. Ça, c'est l'expérience que vous avez faite ? Oui. Oui, je pense que le calcul électoral pèse, alors plus ou moins, mais il pèse pour tous. Ils sont prêts à tous les arrangements pour garder le démocratique en Europe, pour garder le pouvoir. Regardez quand François Mitterrand instaure la proportionnelle intégrale en 86, il met le pied à l'étrier d'ailleurs au Front National, mais il réussit relativement son coup. C'est-à-dire qu'il crée les conditions d'une cohabitation où il pourra survivre et comme il était habile, qui lui permettra de revenir. Alors on parlait en début d'émission d'Emmanuel Macron. Si on parle de populisme, vous n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron. À propos de la dissolution, vous parlez d'un acte, je vous cite, d'une absolue bêtise et vous ajoutez l'enfant roi a cassé son jouet. Oui. Quand un type intelligent prend une décision absurde, mais totalement absurde, c'est un problème psychologique. C'est-à-dire c'est un déni de réalité. Je veux dire, Macron, il avait 250 députés. Il lui en manquait 35. Il pouvait en 2022 acheter la droite démocratique pour un plat de lentilles. En 2024, le jour des européennes, il pouvait toujours l'acheter, sauf qu'il fallait rajouter des lardons aux lentilles et lui de leur donner 2-3 ministères importants. Et il manœuvre tellement bien qu'il arrive à donner le pouvoir à la droite classique, en plus à un homme que j'estime et respecte, qui est Michel Barnier, mais c'est quand même la réussite, l'échec politique le plus incroyable qu'on puisse imaginer. Il a aujourd'hui 90 députés. La plupart d'entre eux vont le quitter de jour en jour comme il n'est pas rééligible. Et je pense que quelque chose qui a commencé en faisant quand même du président français une star mondiale. Macron, quand il arrive, il est une star mondiale. Et il joue bien pendant 2 ans. Très très bien. Et la France est surestimée sur la scène internationale par rapport à son poids réel. Et qu'aujourd'hui, il est entré dans un processus qui est une fin shakespearienne. Mais dans votre livre, ce qui est intéressant, Alain Minc, c'est que vous racontez qu'Emmanuel Macron, paradoxalement, tout en restant dans ce que vous appelez le cercle de la raison, a joué sur ce caractère populiste. Oui. Il a contribué à développer le populisme en France. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Intellectuellement, Macron appartient au cercle de la raison. Après, Macron est un personnage idéologiquement particulier parce que c'est un chevènementiste européen. C'est-à-dire, je pense qu'un des hommes politiques qui l'a le plus influencé ces chevènements, sauf Dieu merci sur l'Europe, et que sa conception de l'État est très chevènementiste, verticale, les partenaires sociaux ne sont là que pour négocier les salaires et les conditions de travail dans l'entreprise, mais pas co-gérer la société, d'où son affrontement qui était insoluble avec Laurent Berger. Mais néanmoins, idéologiquement, et sa politique de l'offre l'a montré, etc., il appartient au cercle de la raison. En revanche, politiquement, il ne croit pas aux partis politiques. Il a essayé de passer par-dessus les corps intermédiaires et il a inventé une espèce de populisme middle of the road. C'est-à-dire les réflexes, le tête-à-tête avec l'opinion du leader, en effaçant toutes les structures intermédiaires. Il n'est pas le premier à avoir fait ça en Europe. Tony Blair l'avait fait à sa manière. Sauf que Tony Blair, néanmoins, était porté par un parti politique qui avait une existence plus que décennale, des centaines de milliers de membres, qui était le Parti travailliste et qui était donc dans la sphère politique classique. Je veux dire, En Marche, quand vous pensez qu'aujourd'hui, En Marche, c'est 8500 membres, c'est très peu. C'est très peu et beaucoup moins que le Rassemblement national. Beaucoup, oui, enfin, qui encore, on ne sait pas, a plus de membres à coup sûr, mais en France, les partis politiques sont devenus les vrais partis politiques des syndicats d'élus. Enfin, mais, cela dit, ils survivent. Il y a 2 choses qui demeurent difficilement. Ce sont les journaux qui mettent très longtemps à mourir et les partis politiques. Et le Parti socialiste
à sa manière, renaît de ses cendres parce qu'il est ancré dans un certain militantisme. Il a des villes, il a des départements. Voilà. Ça, Macron considérait que ça n'existe pas. Sinon, avec la force qui était la sienne, il aurait fait d'En Marche un vrai parti politique. Il aurait fait les alliances qui leur auraient donné des villes. Vous connaissez une ville dirigée par un leader d'En Marche? Vous connaissez un département ou une région? Bon, mais ça, c'est une forme de populisme. Ce discours populiste, ce discours que vous pourfendez d'ailleurs dans votre livre, qui dit en gros c'est nous contre les élites, c'est le peuple contre les élites, vous dites qu'il a beaucoup été renforcé par les référendums et que ça démarre même au référendum sur le traité de Maastricht en 1992. C'est surtout sur le référendum de 2005. Parce que et de 2005. En 2005, Libé, après la victoire du non, titre « La victoire du peuple contre les élites ». Si les élites représentaient 45% d'un pays, on serait un pays hautement démocratique. Ça serait particulier. Mais en effet, ce thème, le marqueur du populisme, c'est le refus des élites. Bon, ce qui veut rien dire, parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont obligés de se rapprocher des élites, après avoir fait beaucoup de conneries, et d'inventer leurs propres élites. On ne gouverne pas un pays sans élite. Mais c'est ça le marqueur du populisme. Maastricht, c'était déjà moins sensible. Maastricht, il y avait un débat idéologique profond sur ce qu'était l'Europe. Et il ne faut jamais oublier que le oui gagne à Maastricht, parce que Édouard Balladur et Alain Juppé ont expliqué à Jacques Chirac que s'il ne votait pas oui, il ne serait jamais président de la République. Et ce populisme, pour vous, il faut le combattre, tout comme il faut combattre, ou en tout cas dire stop aux accommodements raisonnables. Vous dites que ces accommodements raisonnables, ils englobent tant l'islamisme que le wokisme. Vous les mettez sur le même pied, ces deux mouvements ? Non, parce que, je veux dire, le wokisme, c'est quand même moins menaçant que l'islamisme. Mais je crois, en effet, j'étais de ceux qui pensaient que ce que les Canadiens appellent les accommodements raisonnables, c'est-à-dire on fait un certain nombre de concessions, pas trop, on s'arrête, c'est-à-dire dans les cantines, on accepte un menu végétarien et pas un menu halal, on accepte que les femmes qui accompagnent les sorties scolaires puissent être voilées, mais on n'accepte pas des heures de piscine pour les femmes, une espèce de subtilité. Je pense que la situation est ainsi faite que maintenant c'est plus possible et que maintenant il faut s'en tenir à une vision universaliste, laïque, rigoriste. Vous demeurez convaincu, dites-vous dans votre livre, de la supériorité du modèle occidental, c'est-à-dire, précisez-vous, du fait que notre modèle de société est le meilleur. Et c'est pour ça que je suis tellement pro-européen. Je ne suis pas convaincu de la supériorité de l'Occident. Je pense que les autres civilisations sont en effet du même niveau que la nôtre, voire pour certaines plus impressionnantes. En revanche, le modèle occidental, c'est-à-dire la liberté économique mariée à la liberté politique et à la liberté sociétale, j'ai le tort peut-être de penser que c'est le meilleur modèle. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ce modèle est incarné par l'Europe. Peut-être que mercredi, si Trump gagne, il sera encore moins incarné qu'il ne l'est déjà par les États-Unis. Et donc, quand on est réellement convaincu de la supériorité du modèle occidental, on doit être maladivement pro-européen. Alors, il y a des sujets que vous n'avez très peu, voire jamais abordés, et vous le dites dans votre livre, d'une certaine manière, ce sont des ratés. Par exemple, le sujet de l'immigration. Vous avez écrit plus de 50 livres, pas un seul sur la question de l'immigration. Pour quelle raison ? Non, mais je le dis comme une espèce d'aveu psychanalytique. J'ai écrit plus de 50 bouquins, des centaines d'articles, et jamais sur l'immigration. Parce que je pense que c'est la complexité d'un fils d'immigré qui a du mal à penser qu'il faut peut-être claquer la porte, ou du moins la refermer, alors que lui ou ses parents ont bénéficié de la porte entrouverte. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Le vrai problème, c'est que le degré d'immigration, d'un côté, provoque des ravages dans l'opinion publique considérables. Mais de l'autre côté, il faut aussi avoir à l'esprit qu'avec la démographie qui est la nôtre, nous ne pourrons pas vivre sans immigration. Donc d'un côté, c'est ravageur et il faut stopper le processus, et de l'autre côté, c'est inévitable et il faudra vivre avec. Une fois que j'ai dit ça, je ne vous ai pas donné la solution. Non, effectivement. Mais
à vous, compte tenu de votre ligne éditoriale, je dis quand on dit il faut claquer la porte à l'immigration, ce que je comprends, il faut de l'autre lobe du cerveau se dire néanmoins notre modèle ne fonctionnera pas sans immigrés, à moins qu'on se remette à faire des gosses à 2,5 enfants par femme, et on en est loin. Un autre sujet sur lequel vous reconnaissez, que vous reconnaissez peut-être ne pas avoir assez abordé, c'est l'environnement. Vous expliquez que vous ne l'avez pas tellement pris en compte, que pour autant vous restez aujourd'hui convaincu que faire primer la nature sur tout le reste, c'est au fond s'opposer au progrès humain. Je pense que il y a toutes les gradations dans l'environnementalisme et qu'il y a ce qu'il y a de plus conservateur. D'une certaine façon, c'est le primat de la nature sur la société. C'est une pensée prodigieusement réactionnaire. Et puis, il y a à l'autre extrême des pensées rationnelles qui est de dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un emballement du réchauffement climatique et qu'il faut donc y répondre par des mesures politiques et techniques. Mais en particulier dans les fondamentalistes environnementaux, il y a un drôle de chaudron idéologique qui bout. C'est un chaudron très profondément réactionnaire. C'est un chaudron où il y a des pensées qui ont été fascisantes. Il ne faut jamais oublier que la première mesure, ou une des premières mesures du gouvernement nazi, c'est d'interdire l'entrée des forêts domaniales aux Juifs. Très intéressant, ça veut dire quoi? Cette espèce de culte de la pureté va de pair avec le culte de la race. Alors, je ne dis pas que Madame Tonnelier ou Tondelier, je ne sais plus, Marine Tondelier ou Madame Rousseau sont sur cette ligne-là. Mais je pense qu'il faut savoir qu'il y a des graines très extrêmes dans la pensée environnementaliste. Une fois qu'on a dit ça, à cause de ça, j'ai sous-estimé. Je me mentirais par une phrase qui était sympathique mais absurde, où je disais je préfère la social-démocratie des hommes à la social-démocratie des oiseaux. Bon, mais c'est très facile de dire ça. Il y a un problème, il faut le traiter. Ça va coûter énormément d'argent, et comme ça ne pourra pas être payé par de la monnaie de singe, ça veut dire que ce sont les citoyens qui payeront la lutte contre le réchauffement climatique. Mais est-ce que ça, ce n'est pas justement l'idée qui a amené les Gilets jaunes, Alain Minc, l'idée d'une taxe pour l'environnement? Non, ce qui a amené les Gilets jaunes, c'est tout un faisceau d'éléments. Et en effet, il y a eu ce déclencheur, mais aussi en effet parce que les élites n'ont pas pris en compte à quel point, pour la France qui vit en dehors des centres-villes, la voiture est vitale. Bon, donc, mais c'est comme toujours, c'est comme tous les mouvements de masse. C'est un petit phénomène qui est le déclic de quelque chose de très profond. Alain Minc, vous êtes l'auteur de cette fameuse expression, la mondialisation heureuse. Est-ce que pour vous, la mondialisation demeure une chance? Est-ce que, comme au sujet de Bernard Tapie, vous dites finalement il y a le bon et le mauvais capitalisme, comme il existerait un bon et un mauvais cholestérol? Je pense que la mondialisation demeure heureuse pour la très grande partie de l'humanité qu'elle a enrichi ou aidé à progresser. Vous allez expliquer à un Chinois que la mondialisation, c'est quelque chose de malheureux. Je veux dire, c'est l'ouverture au marché qui a sorti la Chine de sa pauvreté. Même ici, en réalité, il y a des victimes de la mondialisation. Mais ce n'est pas la mondialisation, c'est le traitement français de la mondialisation. Vous avez quand nous étions avec un taux de chômage élevé et que nous avions de la déshérence industrielle galopante, c'était pas le cas dans les pays scandinaves, c'était pas le cas en Hollande, c'était pas le cas en Allemagne. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables du fait que nous n'avons pas su répondre aux contraintes que la mondialisation nous opposait. C'est-à-dire, nous avions un coût du travail trop élevé, nous avions un État-providence dont le mode de fonctionnement n'était pas adéquat. Donc, le mauvais usage de la mondialisation, c'est nous. Eh bien, merci beaucoup, Alain Minc. Je rappelle le titre de votre livre que j'ai dans les mains, ça s'appelle « Somme toute ». C'est publié chez Grasset. Ce ne sont pas des mémoires, mais c'est une sorte de point sur la situation. Merci encore d'être venu nous en parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Vous pourrez la retrouver en replay d'ici quelques minutes. D'ici là, l'actualité continue sur lefigaro.fr. À demain.